Bonjour à tous. Dans notre épisode de Portrait Immo sur Calderens TV Radio, j'ai le plaisir à nouveau de recevoir M. Renaudi. Bonjour Philippe. Bonjour, Sia. Philippe aujourd'hui va nous parler un peu plus de lui. Dans le premier volet, on a parlé de l'entreprise, on a parlé de son parcours, mais là, on va parler de votre vie économique dans notre région. Philippe, pouvez-vous nous dire comment vous avez commencé cette vie? Alors, d'abord, il faut faire un petit peu de pédagogie, il faut Oui. savoir certaines choses. En France, vous savez, on a ce qu'on appelle une magistrature consulaire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des magistrats consulaires qui sont donc élus par leur pairs. Oui. Et c'est le cas pour les tribunaux de commerce, Oui. où les gens qui siègent dans les tribunaux de commerce et qui rendent évidemment des décisions entre commerçants ou Oui. entre consommateurs et commerçants, sont tenus par des juges qui ont été élus, donc des chefs d'entreprise, qui ont été élus par des chefs d'entreprise. Et donc, il faut avoir un âge minimum, c'est 30 ans, et ensuite avoir été directeur général ou occuper une fonction de direction dans une entreprise. Et donc, moi, mon premier fait d'armes, c'est d'être rentré à 30 ans et demi au tribunal de commerce d'Antibes, où j'y ai passé 14 ans. C'était le maximum. On ne pouvait pas faire plus à cette époque-là. C'était 4 mandats, je crois, de 4 ans, ou 3 mandats de 4 ans, un mandat de 2 ans. Et ça faisait 14 ans. Donc, j'ai appris tous les rouages, en fait, du droit, alors que je n'avais jamais fait de droit. J'ai appris tout ce qui était le droit du commerce. Et ça, c'est très, très formateur. Pour pouvoir gérer ensuite une entreprise, on apprend plein de choses en faisant ça. Donc j'ai effectivement passé 14 ans où je suis passé partout. J'ai été juge assesseur, et puis juge commissaire, et puis après j'ai été président d'une chambre. Et les présidents des chambres du conseil, vous savez, les chambres du conseil, c'est les juges qui traitent des affaires collectives, des procédures collectives, c'est-à-dire malheureusement les difficultés des entreprises, donc les faillites, les redressements judiciaires, etc. Oui. Et donc ça, c'est déjà très particulier. Oui. Et moi, j'y ai passé 6 ou 7 ans en étant président de cette chambre. Donc j'ai beaucoup appris sur les procédures. On a essayé de sauver un maximum d'entreprises de la faillite, et on en a fait pas mal. On en a sauvé quelques-unes. D'autres, on était vraiment trop endettés pour ces boîtes et on n'a pas pu les sauver. Mais voilà, moi j'ai passé 14 ans et je me suis régalé. Oh, génial. Ensuite, je suis allé dans mon métier, dans ma branche, qui est le BTP. Oui. Et donc j'étais au conseil d'administration de la Fédération du bâtiment électropublic des Alpes-Maritimes, qui est basée à Nice. Et j'ai évolué au sein du BTP jusqu'à en devenir le président du syndicat des travaux publics. D'accord. Et donc j'étais à ce titre-là, j'étais le vice-président du BTP, parce que souvent, le président de la fédération du BTP, donc c'est le rassemblement de toutes les entreprises, c'est plutôt quelqu'un qui est issu du bâtiment. Les TP, c'est plus accessoire, et c'est plutôt les activités que vous voyez dans la rue, les ponts, les aéroports, les ports. Voilà, le bâtiment, c'est vraiment l'immobilier, etc. C'est ça. Donc là, j'ai passé pas mal de temps aussi, et voilà, donc je suis arrivé aux portes de la présidence et j'ai pas pu être président du BTP, malheureusement. Oh, c'est un regret? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous... En fait, oui, j'ai le regret parce que c'était ma branche et je voulais la défendre. Oui. Mais en même temps, j'ai pas pu prendre le BTP parce que j'ai pris la présidence de l'Union patronale. Oui. Donc en fait, c'est l'Interpro. Oui. Donc là, ça rassemble tous les métiers, l'hôtellerie, le BTP, mais également les transporteurs, etc., etc., les commerces, etc. Donc, et là, c'est donc tous les patrons qui sont réunis ensemble au sein de l'Union pour l'entreprise, donc ce qu'on appelle vulgairement le patron des patrons. Oui. Donc, si vous voulez, en France, il y a les syndicats de salariés, qu'on connaît, qu'on entend parler. Tout à fait. FO, CGT, CFTC, CFDT, etc., j'en oublie. Et puis, vous avez les syndicats des patrons, où il y en a 3. Il y a l'U2P, qui est le syndicat des petits commerçants artisans. D'accord. Et qui représente à peu près 10% des entreprises, des effectifs en France. Vous avez la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui représente à peu près 25%. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le MEDEF, qu'on entend parler évidemment, puisque eux, ça représente 65%. Donc, ça comprend toutes, des plus petites entreprises jusqu'aux plus grosses, jusqu'à celles qui sont au CAC 40,
qui sont cotés en bourse et tout, là, donc vous avez les très très gros, mais vous avez aussi, je crois qu'on était 80% de PME de moins de 50 salariés, qui constituent ce qu'on appelle le MEDEF. Et donc, en étant président de l'UPE 06, j'étais également le président du MEDEF du 06. D'accord. Ça va ensemble. Oui. Et donc, à ce titre-là, il fallait se rendre à Paris au moins une fois par mois. Au MEDEF, il y a ce qu'on appelle l'assemblée plénière tous les mois, où on traite effectivement des sujets mensuels, des rencontres qu'a pu faire le président. Oui. Alors souvent, le président du MEDEF rencontre régulièrement le Premier ministre ou le président de la République, D'accord. ou les finances, le ministre des Finances. Voilà, c'est vraiment la tête de pont Oui. de toutes les entreprises en France. Donc c'est quelqu'un qui est très important. En termes économiques, Oui. c'est le plus important. Oui, c'est un vrai pilier. Voilà, c'est Oui. le vrai pilier. Oui. Les discussions du gouvernement se font avec ce monsieur, avec ce Tout à fait. président. Oui. Donc, le MEDEF est constitué comment? Le MEDEF est constitué donc d'une assemblée plénière dans laquelle il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui sont là. Je crois qu'on était 200 ou 300 en assemblée plénière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le COMEX, le comité exécutif, là qui rassemble 45 entrepreneurs, alors ou entreprises, des très grosses entreprises, ou tous les présidents de région, D'accord. c'est-à-dire Oui. il y a des MEDEF dans les départements, mais il y a aussi un MEDEF régional. D'accord. Donc il y a tous les présidents des MEDEF régionaux. Et puis il y a les grandes branches. Donc les grandes branches, c'est les banques, Oui. les assurances, le bâtiment, les travaux publics, la grande distribution, Oui. tous les laboratoires pharmaceutiques, etc. D'accord. Et donc ça, c'est les 45 qui constituent le COMEX. Et donc ça, c'est un petit peu, c'est là où se votent Oui. toutes les décisions. Oui. Et au-dessus du COMEX, on a le bureau du COMEX. Alors là, c'est plus que 10 personnes et c'est la gouvernance du MEDEF. Donc là, vous avez le président, Oui. plus 5 ou 6 très grosses branches, et puis un président d'un territoire et un président de région. D'accord. Alors, moi, je suis rentré en étant à l'UPE. Mon premier mandat, parce que j'ai fait 3 ans à l'Union patronale à Nice, Oui. et après, j'ai refait un deuxième mandat de 3 ans encore à Nice. Mais là, comme je commençais à connaître un peu des gens au MEDEF, et puis que j'avais réussi à avoir un bureau paritaire, autant d'hommes que de femmes dans mon bureau à Nice, Oui. qui représentait tous les Alpes-Maritimes, on était 18. J'avais 9 hommes, 9 femmes. Dans les femmes, on en a parlé tout à l'heure, Annie Courtade, évidemment, qui était ma vice-présidente avec moi, mais d'autres femmes, des chefs d'entreprise qui étaient vraiment excellentes dans leur métier et leurs compétences. Et donc, comme j'étais le premier en France, on n'avait jamais fait ça. D'accord. Il n'y avait aucun MEDEF qui avait la parité homme-femme. C'était toujours une très grosse majorité d'hommes. Tout à fait. Et donc, Geoffroy Roux de Bézieux, qui était le président à cette époque-là du MEDEF, m'a pris avec lui et m'a dit, écoute, tu as fait un truc qu'on ne sait pas faire. Donc, tu vas rentrer avec nous au COMEX, donc dans les 45, qui sont autour de la table. Oh oui. Et donc ça, c'est toujours quelque ça, chose c'est un d'extraordinaire, honneur, parce que oui. là, on monte d'un cran, quoi, je veux Tout dire. à fait. Et c'est une énorme table ronde, par ordre alphabétique. Bon, je dévoile les secrets du MEDEF. Oui, mais c'est intéressant. Les réunions, elles sont sur une énorme table ronde, on est 45 autour de cette table. Et c'était par ordre alphabétique. D'accord. Alors, à côté de moi, évidemment, moi c'est R, hein, Renaudie. À côté de moi, j'avais un P et après, j'avais encore un R. Et à côté de moi, c'était monsieur Christian Peugeot. Christian Peugeot, président du conseil de surveillance de Stellantis. Donc, un des très grands patrons en France, hein, et qui était juste à côté de moi. Alors, vous avez vu, moi, je suis toujours en train de manger les tic-tac. Donc, j'avais mes tic-tac là. Le type qui était à côté de moi, c'était un ami. À ma gauche, à ma droite, c'était monsieur Peugeot. Donc, je donnais toujours. Et monsieur Peugeot, un jour, m'a dit, moi, j'ai pas droit au tic-tac. Alors, j'ai mon tic-tac, voilà, pour l'anecdote. Mais voilà, c'était extraordinaire parce qu'on était vraiment autour d'une table où il y avait des très gros... Oui. L'enjeu économique, il est colossal autour de cette table. Mais l'enjeu économique de la France se décide là. C'est ici, Oui. ici. Et alors au-dessus, il y a le COMEX, il y a le bureau du COMEX, où il y a 10 personnes, pas plus. Et Geoffroy Roux de Bézieux m'a pris avec lui dans le bureau. Donc ça, c'est un truc absolument extraordinaire. Ah parce oui. que, alors on avait tous les lundis, c'était juste dans la période Covid. Et après le Covid, donc on avait... D'habitude, c'était une fois par mois. Mais là, on était tous les lundis à Paris, parce que on avait des sujets colossaux à traiter. Tout à fait, oui. Et lui, il était constamment dans les cabinets des ministres, du Premier ministre ou du Président de la République. Et donc, il les avait au téléphone le dimanche ou le samedi. Enfin, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas. Hein. Oui.
Et donc le lundi matin, je prenais l'avion et j'allais au bureau du MEDEF national où on échangeait, ils nous donnaient les dernières tendances, les problématiques et tout, ce qui se passait à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, c'était très important. Tout à fait. Et donc on avait ce genre de renseignements. Donc là, effectivement, j'étais à la gouvernance du MEDEF et il m'a donné carte blanche pour créer les MEDEF de toutes les métropoles. Parce que il y avait les MEDEF des régions, il y a les MEDEF des territoires, c'est-à-dire les départements, mais il y a 21 métropoles en France, 22 maintenant, sur lesquelles le MEDEF n'était pas, on ne se réunissait pas et on n'en parlait pas. Et je lui en avais parlé plusieurs reprises, je dis, tu sais, il faudrait créer un MEDEF des métropoles. Alors moi, venant de Nice, évidemment, c'était la métropole Nice-Côte d'Azur. Et il m'a donné finalement carte blanche pour organiser cette association. Donc j'ai créé les MEDEF des métropoles, que j'ai présidé pendant 2 ans. Félicitations. Jusqu'à la fin de mon mandat de l'Union patronale, donc du MEDEF national, où j'ai quitté, j'ai laissé ma place à peu près partout. Mais j'ai une expérience incroyable. Ah oui. Parce que, en plus, quand on a ce genre de réunion le lundi, alors une fois tous les 2 mois ou 3 mois, on avait un déjeuner avec une personnalité politique très importante qui venait déjeuner avec nous et avec qui on pouvait échanger. Donc, moi, j'ai eu la chance de déjeuner sur une table à 10 personnes avec Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France, avec Nicolas Sarkozy, qui n'était plus président à ce moment-là, mais qui est venu déjeuner, avec Bernard Cazeneuve, qui était l'ancien Premier ministre. Donc voilà, etc. J'ai noué des contacts incroyables. Tout à fait. Pour un petit entrepreneur comme moi de province. C'était mon bâton de maréchal, quoi, vraiment. C'est génial parce que, vous n'êtes pas un petit entrepreneur, vous êtes une entreprise familiale avec de belles valeurs. Et d'avoir pu monter autant et aller se retrouver dans le bureau où toutes les décisions se prennent, c'est vraiment extraordinaire parce que un fait d'être dans ce bureau, c'est déjà tout un honneur. Mais en parallèle de ça, vous avez pu créer le MEDEF. Oui, MEDEF des métropoles. Mais oui, ça c'est génial. Ça veut dire que vous êtes monté au plus haut, on ne peut pas monter plus haut, vous êtes monté au plus haut et avec ça, vous avez pu mettre en place ce qui pouvait être bénéfique pour les entreprises. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que vous n'avez pas perdu l'idée pour laquelle vous êtes allé aussi haut. Oui. Et ça, c'est tout à votre honneur. Il fallait défendre nos entreprises des territoires, des métropoles. Et là, c'était vraiment l'occasion de le faire. Donc, j'ai passé 2 ans incroyables où j'ai défendu nos entreprises ici, du département et de la métropole, évidemment. Ah ben c'est génial. Et après le MEDEF, où est-ce que vous avez continué votre aventure? Alors, effectivement, donc, oui, parce que ça fait 32 ans d'investissement depuis, j'avais 30 ans, j'en ai 62. Ça fait 30 ans que je m'investis pour le monde économique ou pour les entreprises. Eh bien, j'ai été élu à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, c'est pareil, c'est un petit peu comme le tribunal de commerce. La CCI, ce qu'on appelle la Chambre de commerce et d'industrie, c'est géré que par des patrons de petites aux grandes entreprises. Donc là, il y a des classifications. Donc, tout le monde est représenté, les petits commerçants, les commerces un peu plus gros, les entreprises industrielles, les entreprises de services ou du commerce. Donc ça, c'est les chambres de commerce. C'est un vote qui est organisé par la préfecture, évidemment, et ne votent que les gens qui sont inscrits au registre du commerce, donc les chefs d'entreprise. Et donc, moi, j'ai été élu, j'ai fait 2 mandats de 6 ans. Et le 3e mandat, je me suis présenté à la Chambre, comme président à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'il y a une chambre de commerce par département, sauf dans les Bouches-du-Rhône, où il y en a 2. D'accord. Il y a Pays d'Arles et Aix-Marseille-Provence. Et après, il y a donc 5 autres départements, ce qui fait 7 chambres de commerce de territoire. Alors, une chambre de commerce, à quoi ça sert? Une chambre de commerce, c'est là pour aider à créer des entreprises, les aider à se développer et les aider à transmettre un jour l'entreprise. Donc, en termes de développement économique, mais également sur la RSE, sur la décarbonation, sur la transition écologique, sur la transition numérique. Les chambres de commerce, elles sont là pour aider le chef d'entreprise qui veut créer sa boîte. Ça passe par là, et qui veut la développer. Et les CCI sont là pour ça. Donc moi, j'ai fait un dernier mandat, celui que je suis en train de terminer là, puisque c'est un mandat de 5 ans. J'ai fait mes 3 ans, là, il ne me reste plus que 2 ans. D'accord. Et donc j'ai été élu président de la CCI régionale. Donc c'est celle qui coordonne l'ensemble des chambres territoriales. Donc qui n'est pas un front office, mais qui est plutôt un back office, c'est-à-dire qui vient en soutien
des chambres territoriales qui, elles, mènent les actions. Oui. Donc les actions sont menées par les territoires, donc Nice-Côte d'Azur, Oui. Aix-Marseille-Provence, etc. Le Var, Toulon-Var. Mais on apporte tout ce qui est le support. Tout à fait. Oui. Donc ça peut être tout ce qui est ressources humaines. L'international, c'est géré par la CCI de région. D'accord. Mais c'est également les finances, puisque ça vient de Paris. C'est CCI France qui Oui. répartit dans les 13 régions de la France, donc qui répartit les sommes qui sont dues au CCI, parce que toutes les entreprises en France, les commerces et tout, payent une taxe pour frais de chambre. Oui. Alors une taxe pour frais de chambre, une taxe de plus. Aujourd'hui, l'État récolte, on va faire un peu de polémique, Oui. l'État récolte sur cette taxe à peu près 1,5 milliard, Ah oui. ce qui est pas mal. Donc oui. toutes les entreprises en France cotisent pour 1,5 milliard Oui. de cette taxe. Sauf qu'aujourd'hui, après plusieurs années, ce qui est redonné aux chambres de commerce, c'est plus que 400 millions. Ah. Donc il a disparu un peu plus d'1 milliard ben oui. dans les caisses de l'État, qui alimentent les caisses de l'État. Mais ça s'appelle toujours taxe pour frais de chambre. Donc en Oui. réalité, cette taxe Oui. pour frais de chambre, il faudrait l'appeler autrement. Hein, Tout à fait. parce que Oui. voilà, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a même pas un tiers qui revient au... Ah non, il n'y a même pas un tiers Oui. aujourd'hui qui revient aux chambres de commerce, Tout à fait. alors que les entreprises ont payé. Mais oui. Voilà. Mais Donc je ça, pense c'est un petit peu de polémique. Les gens ne le savent pas non Mais plus. non, ça, personne ne le sait. Et de temps en temps, c'est bien de le dire. Tout à fait. Donc il y a 1 milliard déjà qui tombe dans les caisses de Oui. l'État, alors qu'ils sont payés déjà encore par les entreprises. Oui. Normalement, pour alimenter les chambres de commerce, pour venir en aide aux entreprises, eh ben, c'est plus le cas, puisqu'il y a 1 milliard qui vont s'en directement va dans les déjà caisses de ailleurs. l'État. Voilà. Et je pense qu'à terme, il y aura zéro, mais les taxes pour frais de chambre continueront à s'appeler taxes pour frais de chambre, mais qui Et seront ne piquées. viendront plus, Exactement. Comme on a eu pendant très longtemps la vignette, qui était faite Oui. pour un truc très particulier, puis qui finalement on a gardé pendant 20 ans ou 25 ans, et qui alimentait les caisses de l'État, tout simplement. Oui, ce sont des manières détournées d'alimenter les caisses. Oui. Oui. Absolument. Donc voilà, les chambres de commerce et d'industrie, ben, ça sert à tout ça. Ça aide les entreprises au développement. Oui. Et la CCI Région donc, est basée évidemment à Marseille, puisque c'est la capitale régionale de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc je suis régulièrement à Marseille, à mes bureaux de Marseille, donc pour travailler avec la CCI de région. Oh, génial. Voilà. Quand je vous écoute, Pierre, ça fait ça fait déjà 32 ans que vous êtes totalement impliqué Oui. dans la vie économique de notre belle région et que vous la défendez partout où vos fonctions vous mènent. Après la CCI, je suppose que vous n'avez pas envie de faire un autre mandat à la CCI. Non, j'ai terminé. Je veux m'arrêter. Je pourrais en faire, je pourrais encore faire 2 mandats comme président. Donc 2 fois 5 ans, 10 ans. Non, mais là, il faut savoir passer la main. Il faut laisser la place aux jeunes. Oui. Donc, comme ça a été fait pour l'Union patronale ou le MEDEF national à Paris, moi j'ai laissé ma place, Oui. très volontiers, Oui. à des jeunes qui arrivent derrière, de nouvelles générations, avec de nouvelles idées. Parce qu'à un moment donné, on est un peu décroché également, nous. Alors, pas de la réalité, parce Tout à qu'on fait. sait ce qui se passe. Mais oui. Mais par contre, il y a plein de technologies nouvelles que moi je ne maîtrise pas, et aujourd'hui qui sont maîtrisées par des plus jeunes. Oui. Donc, il faut laisser la place. La CCI Région, c'est pareil. Je veux laisser ma place. À un moment donné, j'ai fait mon temps en 32 ans. Alors j'aurai fini dans 2 ans, ça m'en fera 34. Je crois que j'ai donné de ma personne. Maintenant, place aux jeunes. Philippe, sur ce volet qui concerne votre entreprise, votre parcours, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et les téléspectateurs. On vous connaît un peu mieux. Encore merci à vous, Philippe. Merci beaucoup. À très bientôt dans notre prochain épisode sur Cannes les Reims TV. Merci.